Donc Quadra Diffusion, c'est une société de services. On est éditeur de logiciels informatiques avec principalement deux domaines. Un domaine qui est un ERP pour les afficheurs publicitaires. Vous en avez vu un panneau numérique à l'entrée. On a une position assez leader sur le marché français et une autre gamme de produits pour l'immobilier, qui est notre activité historique, où on donne la mobilité de l'agent de terrain pour tout ce qui est état des lieux, contrôle de propreté, sécurité, recouvrement amiable, etc. Donc voilà, donc ces deux domaines. Donc moi, je suis issu d'une, je dirais, une formation et un accompagnement du CJD depuis très 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 longtemps. Et à un moment donné, je me suis interrogé sur mon modèle économique, sur le fait qu'on allait dans un mur par rapport à produire toujours plus, avec une négociation toujours plus ardue sur les tarifs. Donc une notion de valeur qui ne correspondait pas à ce que je voulais faire de mon entreprise et de mes équipes. Donc j'ai démarré un cursus en même temps que pas mal de monde ici, en 2012 je pense, avec l'expérimentation faite par Alliance, la région et puis le CJD. Donc j'ai été formé et déformé par deux enseignants de haut niveau qui sont Christian Dutertre et Christophe Sampels. Ensuite, au CJD, avec Jean-Michel Lehambre, un de mes camarades, on a créé une commission qui s'appelle Commission Nouveau Modèle Économique. Et bon, j'ai continué à poursuivre mes relations, notamment avec Club Noé. Et aujourd'hui, je suis représentant du Césaire au CJD, et donc notamment sur les problématiques liées aux nouveaux modèles économiques, et REF3 à la CCI sur les nouveaux modèles économiques. Et récemment, à la DGE, je pense qu'il va y avoir une présentation du financement des actifs immatériels avec le site qui a été créé par Actemis, où je faisais partie du COPIL. Donc voilà ma trajectoire. Du coup, est-ce que tu peux également expliquer comment on passe... tu es rentré dans une logique d'économie à fonctionnalité, donc tu ne vends plus simplement des logiciels, tu vends autre chose, plutôt davantage les effets utiles de ce logiciel. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à comment ton offre elle a évolué, et puis nous dire du coup comment on s'y prend pour pas vendre simplement du logiciel, puisque potentiellement on te compare, j'imagine, à des concurrents qui, eux, vendent du logiciel. Quand toi, tu sors de cette logique-là, comment tu t'y prends? Pas simplement. Donc, je vends toujours du logiciel, je te rassure. Par contre, on a déjà fait une mutation, et ça fait quand même depuis pas mal d'années, c'est qu'aujourd'hui, on ne vend plus de logiciel. Alors maintenant, on parle de mode SaaS, ça c'est monnaie courante. On a fait la bascule déjà en 2005, pardon. Et aujourd'hui, nos logiciels sont exclusivement vendus à l'usage. Donc avec une logique qui est, ça devient un coût variable. Donc le client, s'il utilise le logiciel, je prends l'exemple d'Invimo qui est l'état des lieux, on a un coût à l'usage. Il n'y a pas de coût de logiciel, pas de coût de maintenance, il n'y a rien. Alors, lorsqu'on prend cette décision, ça a plusieurs effets, parce que le premier effet, c'est que le client ne comprend pas bien. Ça lui plaît au départ, en disant c'est pas cher. Par contre, lorsque vous répondez à un appel d'offres, vous ne rentrez pas dans les cases, clairement. Parce que il faut répondre au coût du logiciel, le coût de maintenance, etc. Alors que moi, je dis, ça dépend. Si vous l'utilisez, ça va vous coûter peut-être un peu d'argent. Si vous ne l'utilisez pas, ça ne coûte rien. Donc, dans une logique, allez-y, prenez le logiciel, il faut vraiment que ce soit utilisé. Par contre, comme on a un coût fixe et on ne sait pas la quantité qu'on va avoir de consommation, c'est-à-dire qu'en interne, il faut qu'on change aussi nos méthodes de travail. C'est-à-dire que nous, on est passé rapidement en méthode agile, parce qu'il fallait que les collaborateurs s'approprient le produit, et la définition du produit et le développement du produit. J'ai lancé une grande stratégie, on en parlera peut-être après, qui m'a un peu coûté un peu de difficulté au niveau de l'entreprise, c'est objectif zéro maintenance. Alors pourquoi zéro maintenance? Parce que la maintenance, c'est un coût. C'est une logique de relation avec le client qui est malsaine, parce qu'on dit finalement, vous allez payer pour des erreurs qu'on a faites nous. Je trouve que même si les informaticiens disent que c'est normal, à un moment donné, quand on prend un peu d'auteur, on se dit, bon, c'est pas tout à fait logique. Et ça veut dire qu'on va travailler sur la qualité. On va travailler sur un haut niveau de qualité, dans un objectif qui n'est pas un objectif immédiat de rentabilité, mais sur un objectif à long terme. Alors, finalement, si j'ai zéro maintenance,
Je vais pouvoir plus utiliser les flux financiers plutôt sur l'investissement que sur du fonctionnement. Et je vais avoir une rentabilité qui est liée à finalement un usage qui va être long. Donc on a changé ces logiques-là. Et pour moi, c'est important parce que même si on est encore sur des logiques de concurrence, parce qu'on n'arrive pas à intégrer complètement une offre globale avec d'autres externalités, on a changé en tout cas notre comportement, nous, interne. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, comme mon objectif, c'est de basculer vers la connaissance, donc en rendant nos systèmes agiles et porteurs de connaissances pour nos clients, eh ben, naturellement, j'ai une posture un peu différente dans la commercialisation. Et je suis plutôt dans une logique de partenariat, d'ouverture, de co-construction, plutôt que dans une logique, voilà, vous avez un produit, on est le meilleur. Regardez d'ailleurs, le prix, on est le moins cher. Et au niveau fonctionnel, on est les meilleurs. Voilà, donc on essaie petit à petit. Donc j'ai bien aimé ton discours en disant, bah, c'est vraiment, c'est plus l'offre complète, mais c'est un ensemble de petits éléments qui permettent de voir la progression finalement de l'entreprise. C'est au quotidien que ça se construit. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en partie. Si, en partie. Je vais encore devoir creuser pour aller chercher ce que j'ai envie que tu nous racontes. Mais alors du coup, la valeur d'usage ne réside plus dans le logiciel. Elle réside dans la connaissance que va permettre de révéler ce logiciel. Comment ça se commercialise ? Comment ça se contractualise ? J'imagine que du coup, tu rentres dans des logiques d'expérimentation avec des clients, que forcément la connaissance qui va être produite pour l'un ne sera pas exactement la même pour l'autre, etc. Bref, c'est pas dans une logique de commercialisation, donc la commercialisation, c'est un enjeu du financement. Si vous arrivez à commercialiser votre solution, vous transformez valeur d'usage en valeur monétaire. Comment tu t'y prends du coup pour développer tout ça ? Alors, pas simplement parce que on est obligé quand même de rester, pour des questions d'équilibre économique, sur des logiques, un peu de volume quand même, parce que sinon on n'est pas encore basculé complètement sur ce modèle-là. Par contre, moi j'ai dû travailler énormément sur mes équipes. Si on prend la maintenance, par exemple, de nos logiciels, on est reconnu vis-à-vis de nos clients pour une excellente maintenance, pour un excellent niveau de qualité de service, sur activité, etc. Sauf que quand vous répondez dans l'heure, ils sont contents. Quand pour une raison X ou Y, vous attendez 2 heures pour répondre, c'est un scandale, quoi. Alors qu'avant, le fournisseur précédent, il leur fallait une semaine. Mais ils l'ont oublié. Donc il a fallu déjà faire prendre conscience à mes collaborateurs de la compétence et la connaissance qu'ils avaient du fonctionnement de leurs clients. Donc ça, c'est une méthode de travail qui est liée à la méthode agile. C'est-à-dire que tous les jours, ils font un daily meeting, c'est-à-dire qu'ils vont analyser ce qu'ils ont fait la veille, ce qu'ils vont faire le lendemain, mais surtout en quoi ce qu'ils ont fait la veille, c'est porteur de connaissances. Et en quoi cette porteur de connaissances peut être mise au service de nos clients. C'est ça. C'est aussi une révolution interne parce que il y a des blocages internes sur le fait que nous, on est Digital Solutions, donc on a des données des clients et on s'interdit de les regarder. Voilà, c'était une question de principe. Sauf que le fait de regarder les données des clients au regard de leurs usages permet de proposer des offres complémentaires d'assistance et de services, notamment sur l'organisation et sur la mise en place de bases de données décisionnelles. Chose qu'on ne faisait pas avant, maintenant on le fait. Donc on propose ce type d'offre et ça marche bien parce qu'on est compétent, parce qu'on connaît les clients, on connaît leur métier, on sait comment ils fonctionnent. Dans une organisation, on dit il y a 5 agences et vous vous rendez compte que les 5 agences fonctionnent différemment. Le client a un objectif stratégique. Et nous, on est en capacité de dire par le système d'information, par la connaissance que votre système d'information porte, on est en capacité de vous dire que ça va fonctionner ou pas fonctionner et comment on peut vous aider pour que ça fonctionne mieux.